Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews diffusé par Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Partenariat stratégique Arménie-Iran. Après la visite du président iranien, 10 accords ont été signés à Yerevan. La route de Trump, une menace pour Téhéran. L'accord de Washington est vu en Iran comme un défi à un ordre régional vieux de 200 ans. Le format 3+3 dans l'impasse, l'alliance régionale est concurrencée par Washington. Quel avenir pour elle? Sommet sur l'Ukraine, Zelensky évoque des discussions sur les territoires. Macron propose un sommet en Europe avec Poutine. Un accord a été conclu pour élever notre partenariat au niveau d'un partenariat stratégique. C'est l'annonce clé faite par Nikol Pachinian à l'issue de sa rencontre au sommet avec le président iranien Massoud Pezeshkian, aujourd'hui à Yerevan. Après 1h30 de négociations, les deux dirigeants ont signé une déclaration commune, une avancée concrétisée par la signature de 10 mémorandums d'entente au niveau ministériel. En parallèle, des discussions se sont également tenues entre le vice-premier ministre Maher Grigoryan et son homologue iranienne. Une rencontre qualifiée de bonne occasion d'échanger sur des questions d'intérêt mutuel. Rappelons que le président iranien arrivé hier en Arménie, où il a notamment visité la mosquée bleue, doit maintenant s'envoler pour la Biélorussie pour la suite de sa visite officielle. Le Premier ministre Nikol Pachinian et le président iranien Massoud Pezeshkian ont signé une déclaration commune. Par la suite, des documents sectoriels ont également été signés par les responsables compétents. Dans le domaine de la culture et du tourisme, cette visite est très significative. Une grande partie des documents concerne la culture, les arts et aussi le tourisme. Il a été décidé de lever les obstacles au tourisme entre les deux pays. Des mesures seront prises pour faciliter la circulation des voitures, notamment pour les pèlerins se rendant en monastère de Saint-Thaddée, près le Koy. Des sujets économiques, scientifiques, culturels et autres ont été discutés. L'Arménie est considérée comme une porte d'entrée vers l'Union euro-asiatique. Les accords que nous avons conclus durant cette période, depuis avril-mai de cette année, sont très importants. Les accords de commerce préférentiel ont été confirmés et nous avons réduit à zéro les droits de douane pour 87% des marchandises. Les deux parties ont également discuté de l'expansion des infrastructures et de la question des routes du Syunik, déjà en construction, empruntées par les camions iraniens. L'Iran et l'Arménie se sont mis d'accord pour construire un deuxième pont à Agarak. La liaison ferroviaire entre le golfe Persique et la mer Noire est au centre de l'attention, a déclaré le ministre iranien des Routes et de l'Urbanisme. Étant donné que l'Arménie est un pays enclavé, nous avons également des accords avec elle dans le secteur portuaire. Ceci, combiné aux centres logistiques que nous avons dans nos ports du Sud, sur les côtes du golfe Persique et du golfe d'Oman, aidera à augmenter et à faciliter le transit entre l'Iran, l'Arménie, les pays européens et de l'Iran vers les pays d'Asie de l'Est. Le vice-premier ministre Maher Grigoryan et le vice-président iranien Sayed Hamid Pourmohammadi se sont également rencontrés. Maher Grigoryan a qualifié cette rencontre de « bonne occasion d'échanger sur des questions d'intérêt mutuel », indique le communiqué officiel. Plus tard, Nikol Pachinian a pris la parole, saluant les relations amicales arméno-iraniennes. Il a déclaré qu'il y avait un accord bilatéral pour élever les relations au niveau stratégique. En parallèle de notre dialogue politique actif, notre coopération avec la République islamique d'Iran englobe de nombreux autres domaines: économiques, infrastructurels, sanitaires, culturels, énergétiques et environnemental. Dans chacun de ces secteurs, nous définissons année après année de nouveaux horizons. Je tiens à souligner que nous souhaitons la paix et la tranquillité de nos voisins, et tout particulièrement pour notre État voisin, l'Arménie. Nous considérons que l'amitié est le meilleur garant de la sécurité. Rappelons que la délégation iranienne, conduite par le président, est arrivée hier en Arménie. Pezeshkian a rencontré la communauté iranienne de notre pays et a visité la mosquée bleue. Il prévoit de se rendre aujourd'hui de l'Arménie en Biélorussie, également pour une visite officielle. Simone Hovhannissian, Reopen Media.
Ce n'est pas un simple projet d'infrastructure pour le gouvernement arménien, c'est une opportunité économique historique, mais pour son voisin iranien, c'est un défi stratégique majeur. Les accords signés à Washington qui prévoient la construction d'une nouvelle route à travers le Syunik sont loin de faire l'unanimité. À Téhéran, les conseillers du guide suprême et le corps des gardiens de la révolution s'inquiètent. Cette route pourrait redessiner complètement l'équilibre des forces dans toute la région. Après que le président iranien est en visite à Yerevan, nous décryptons les craintes et les lignes rouges de Téhéran. Les accords signés à Washington, qui font référence à la nouvelle route traversant le Syunik, ne sont pas considérés sur la scène internationale comme un simple projet d'infrastructure. Pour l'Arménie, selon le gouvernement, c'est une opportunité économique. Mais pour le voisin iranien, en particulier pour les conseillers du guide suprême et le corps des gardiens de la révolution islamique, c'est un défi stratégique. À Téhéran, on craint que cette route ne redessine l'équilibre des forces de toute la région. Les accords arméno-américains sur la route traversant le Syunik à la frontière de l'Iran soulèvent des questions et des ambiguïtés que le président iranien discutera avec les dirigeants arméniens. Téhéran a déclaré depuis de nombreuses années que sa frontière commune avec l'Arménie était une ligne rouge. Pour l'Iran, cette frontière n'est pas seulement une voie économique vers le Caucase, mais aussi une sortie stratégique vers le nord. C'est dans cette logique que l'idée d'une nouvelle route à travers le Syunik est perçue en Iran non pas comme un projet commercial, mais comme une menace politique et militaire potentielle. Les représentants du gouvernement arménien nous ont assuré qu'il n'y aura pas de forces américaines en Arménie à cause de cette route. Même les sociétés de sécurité privées américaines, présentes dans certains pays de la région, n'auront pas de présence en Arménie sous le prétexte de cette route. Dans un article écrit à la veille de la visite de Massoud Pezeshkian, Abbas Araghchi avait souligné que cette visite n'était pas seulement une rencontre diplomatique, mais qu'elle réaffirmait l'engagement commun de l'Arménie et d'Iran à ouvrir de nouveaux horizons dans la relation. Les liens historiques, la proximité géographique, les économies complémentaires et les intérêts régionaux convergents donnent un élan puissant au renforcement de notre coopération. Nous voyons des possibilités infinies. L'avenir des relations entre l'Iran et l'Arménie est très prometteur et personne ne peut le détourner de sa voie. Araghchi a souligné qu'en tant qu'allié naturel, la frontière commune n'est pas seulement une réalité géographique, mais aussi un pont pour la coopération dans les domaines de l'énergie, des transports, des liens humains et de la sécurité régionale. En opposition à la route de Trump Est-Ouest, le chef de la diplomatie iranienne a mis en avant le corridor de transport international Nord-Sud traversant l'Arménie. Téhéran met également en garde contre les dangers économiques. Le président iranien a souligné que les entreprises américaines se présentent souvent comme des investisseurs, mais qu'elles peuvent en réalité poursuivre des objectifs politiques ou de renseignement. Cela déplace la perception de l'ensemble du projet, du domaine économique, vers celui de la sécurité. Les craintes sont liées au fait que ces entreprises se présentent généralement comme des sociétés ordinaires, mais qu'elles peuvent par la suite s'engager dans d'autres activités. L'Arménie déclare que la route sera exclusivement sous son contrôle souverain et qu'aucune force étrangère n'y sera déployée. Les inquiétudes exprimées par l'Iran montrent que la route du Syunik a depuis longtemps dépassé le cadre d'un simple projet d'infrastructure. Elle est devenue une question géopolitique au carrefour des intérêts américains, iraniens et des autres acteurs régionaux. Monica Hiroyan, Reopen Media. C'est le grand paradoxe de la diplomatie régionale, le format 3+3. Cette plateforme censée régler les problèmes du Caucase sans ingérence extérieure a été initiée par un homme qui depuis semble s'en être désintéressé, le président turc Erdogan. Aujourd'hui, alors que le président iranien est à Yerevan et que les regards sont tournés vers Washington, cette alliance régionale est de nouveau sur la table. Mais qui la pilote vraiment? Est-ce encore une initiative turco-azerbaïdjanaise ou est-elle devenue le principal outil d'influence de Moscou et Téhéran pour contrer l'Occident? Et surtout, ce format a-t-il encore un avenir alors que l'accord de paix lui a été signé sous l'égide des États-Unis? Retour sur un projet aux multiples facettes. Pour comprendre le format 3+3, il faut remonter à la fin
fin de la guerre de 44 jours en 2020. À l'époque, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan qui met l'idée sur la table. Son ambition, créer une nouvelle plateforme de coopération réunissant les 3 pays du Caucase du Sud et leurs 3 grands voisins, la Russie, l'Iran et la Turquie. Mais peu après son lancement, l'enthousiasme turc semble s'essouffler. Ce sont alors la Russie et l'Iran qui reprennent le flambeau. Pour Moscou et Téhéran, ce format devient l'instrument idéal pour tenter de contenir l'influence des puissances occidentales dans ce qu'ils considèrent comme leur précaré. Un projet qui, depuis sa création, n'a jamais réussi à réunir tous ses membres, la Géorgie refusant de s'asseoir à la même table que la Russie. Azerbaïdjan, Russie et maintenant, le président iranien Massoud Pezeshkian est en Arménie pour une visite de 3 jours. Cela fait près d'1 an que les pays de la région ne se sont pas réunis sous un même toit. La dernière fois, c'était en octobre 2024, à Istanbul, dans le format pour l'instant incomplet du 3+3. Autour de la table, les ministres des Affaires étrangères d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Turquie, d'Iran et de Russie. Lors de cette rencontre, les partis avaient déclaré vouloir résoudre les problèmes de la région sans ingérence extérieure. Cela convenait aussi bien à l'Azerbaïdjan qu'à la Turquie, mais nous avons vu par la suite que cela correspondait également aux visions de la Russie et de l'Iran concernant les processus régionaux. Plus encore, bien que l'idée ait été lancée par les présidents turcs et azerbaïdjanais, Erdogan et Aliyev après la guerre de 44 jours, ce sont progressivement la Russie et l'Iran qui ont commencé à en souligner l'importance politique. Il est de notoriété publique que Moscou et Téhéran sont particulièrement sensibles à l'ingérence de puissances extra-régionales. Nous voyons également un potentiel significatif dans le développement de la plateforme de coopération régionale 3+3. Les 3 pays du Caucase du Sud et leurs voisins immédiats, la Russie, l'Iran et la Turquie. 2 réunions ministérielles ont déjà eu lieu à Téhéran et à Istanbul. Nous discutons actuellement de la tenue d'un 3e forum ministériel. Après nos contacts à Téhéran et à Istanbul, nous avons des raisons d'être optimistes quant à l'avenir de cette plateforme. Le format devait viser au déblocage des liens économiques et de transport et à l'établissement de la paix dans le Caucase du Sud. Pourtant, la seule déclaration et le seul accord y afférent ont été présignés à Washington. Le succès de la partie américaine est lié au fait que, du moins à ce stade initial, on peut parler d'un certain succès. De mon point de vue, ils ont essayé de trouver une sorte de compromis qui tienne compte à la fois des préoccupations et des lignes rouges de l'Arménie et des désirs de l'Azerbaïdjan. Durant son existence, le format 3+3 n'est jamais devenu un 6. Tbilissi a refusé dès le début de participer, justifiant sa décision par ses problèmes avec la Russie, notamment sur les questions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Le format fonctionne de facto en 3+2, sans la Géorgie, bien que les autres membres soulignent régulièrement que les portes de la plateforme restent ouvertes. On peut dire que ce format est plutôt consultatif, c'est-à-dire que les grands et petits pays de la région se réunissent pour discuter des problèmes régionaux. Il semble qu'au début, l'Arménie n'était pas très encline à participer, mais à un certain moment, l'approche d'Erevan a changé. Compte tenu des divers processus internationaux et des développements mondiaux, il est peut-être plus opportun de discuter des problèmes directement avec les voisins et les puissances régionales. À ce jour, 3 réunions principales de ce format ont eu lieu. Selon l'analyste, les résultats ne sont pour l'instant pas tangibles ou peut-être pas visibles pour le grand public. La première réunion s'est tenue à Moscou en 2021 au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères. La deuxième a réuni les ministres à Téhéran en 2023. La troisième fut celle d'Istanbul l'an dernier. Je ne pense pas qu'il y ait un État qui ne veuille pas développer des relations dans son voisinage dans une atmosphère harmonieuse, pacifique et mutuellement bénéfique. À cet égard, le 3+3 est une bonne plateforme de discussion, une plateforme utile, je pense. Mais nous ne devons pas nous limiter à elle. Vous savez, nous avons beaucoup parlé et nous devons continuer à parler du carrefour de la paix. L'Arménie a une attitude positive envers le format 3+3. Le considérant comme une plateforme pour discuter de projets régionaux, à condition que le format n'aborde pas les questions de règlement de conflits déjà discutées sur d'autres plateformes. L'Arménie a également exprimé sa volonté d'accueillir la prochaine réunion ministérielle. Simone Hovhannissian, Stepan Tigranian, Reopen Media.
En Iran, l'accord de Washington est perçu comme un séisme et pour le nommer, les experts exhument un souvenir vieux de 200 ans. Le traité de Golestan ou Gulistan dans sa version turque qui est en usage en Arménie. C'est ce traité qui avait consacré l'arrivée de la Russie et le recul de la Perse dans le Caucase du Sud. 2 siècles plus tard, l'histoire semblait bégayer, mais avec de nouveaux acteurs, l'influence russe s'affaiblit et ce changement radical est vu à Téhéran comme une menace directe à un ordre régional établi de longue date. Retour sur une histoire qui éclaire singulièrement le présent. La route de Trump a provoqué une tempête dans les cercles politiques et experts iraniens. Certains affirment même que ce qui s'est passé est pire que le traité de Gulistan, qui a eu une importance fatidique pour l'Iran en changeant complètement la réalité géopolitique du Caucase du Sud. Au début du XIXe siècle, la Russie tsariste a intensifié sa politique étrangère en Transcaucasie. Tout au long du XVIIIe siècle, l'Empire russe préparait son plan politique pour prendre le contrôle de la région, et cela ne s'est concrétisé qu'au début du XIXe siècle. En 1801, la Géorgie orientale a été annexée. Avec le traité de Gulistan, le Sionik et l'Artsakh sont passés sous contrôle russe. C'est à partir de 1813 que la Russie s'est établie dans notre région. Et depuis ce jour, pendant 210 ans, l'influence russe n'y a jamais été contestée. Et voilà que des événements ont commencé, qui ont finalement conduit aux arrangements concernant la route de Trump au Sionik. Le 10 février 1828, avec le traité de paix de Turkmenchai, les Khanats d'Erevan et de Nakhchivan sont également passés sous domination russe. Cela signifie que la majeure partie de l'Arménie orientale est passée sous contrôle russe au cours des 30 premières années du 19e siècle. Après Golistan, la situation était si fragile qu'une nouvelle guerre était inévitable pour établir un nouveau statu quo dans la région. Poussé par les Britanniques, le Shah de Perse a de nouveau attaqué et a de nouveau été vaincu. Cela a conduit au traité de Turkmenchai, qui a établi un nouvel accord fondamental irano-russe dans le Caucase du Sud. Aujourd'hui, les frontières de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, avec l'Iran, ont été tracées précisément à Turkmenchai. L'auteur en était Griboyedov, l'ambassadeur de Russie lors des négociations. C'est grâce à ces efforts que des centaines de milliers d'Arméniens, déportés 200 ans plus tôt, ont pu revenir de Nordjouga. Les Perses qui ont signé ces 2 traités ne les ont jamais violés pendant 2 siècles. Dès les premiers mois de la Grande Guerre patriotique, les troupes soviétiques sont entrées sur le territoire iranien, ce qui signifiait que la Russie n'a pas tenu sa parole d'une paix éternelle entre les 2 États. Mais la Perse, elle, y est restée fidèle. Paris et Londres, Saint-Pétersbourg et Constantinople, tous ont dû accepter la nouvelle réalité. Ce ne sont pas seulement les frontières d'aujourd'hui, mais aussi le principal tableau démographique qui a été créé par les Russes via les traités de Golestan et de Turkmenchai. Et ce qui se passe aujourd'hui est perçu par les experts iraniens comme un défi lancé à un ordre établi depuis 200 ans. Nous reviendrons sur les relations arméno-iraniennes pour l'instant. Parlons de la série de rencontres à Washington qui captive l'attention du monde entier. Après les négociations à la Maison-Blanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il discuterait de la question des territoires avec Poutine. Il a avoué avoir eu une conversation assez longue sur ce sujet lors de la rencontre. La situation a été examinée sur une carte préparée par les Américains. Il est intéressant de noter que la partie ukrainienne disposait de la même carte. Zelensky a également souligné qu'aucune décision inacceptable pour l'Ukraine n'avait été prise à la Maison-Blanche. Des discussions substantielles ont eu lieu. Selon Trump, la rencontre à la Maison-Blanche a été productive. Il a d'ailleurs interrompu les négociations avec Zelensky pour un entretien téléphonique avec Poutine afin de faire des clarifications. Trump a indiqué qu'il préparait maintenant une rencontre trilatérale avec lui-même, Zelensky et Poutine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'il continuait à travailler à l'obtention de garanties de sécurité fiables pour l'Ukraine et à une paix durable et stable. La Maison-Blanche était de nouveau au centre de l'attention mondiale. Le président américain Donald Trump y a accueilli le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que les dirigeants de 7 puissances européennes, pour un sommet extraordinaire visant à trouver les moyens de mettre fin à une guerre sanglante qui dure depuis plus de 3 ans et demi. Cette rencontre, qui faisait suite au sommet en Alaska entre Trump et le président russe Vladimir Poutine, a suscité à la fois un optimisme prudent et de profondes inquiétudes, sur fond de négociations complexes. Les enjeux du jour étaient extrêmement élevés.
Kiev et ses alliés européens craignaient que Trump, dans son désir de mettre fin rapidement au conflit le plus meurtrier en Europe depuis 80 ans, ne fasse pression sur Zelensky pour qu'il accepte un accord de paix à des conditions favorables à Moscou. Contrairement à sa précédente visite désastreuse en février, où Trump et le vice-président J.D. Vance avaient publiquement critiqué Zelensky, le président ukrainien a cette fois adopté une approche radicalement différente. Au lieu de sa tenue militaire habituelle, il portait un costume officiel sombre, ce qui lui a valu les éloges de Trump. Notre invité est aujourd'hui entièrement habillé, a noté le maître des lieux. Le président ukrainien a déployé des efforts considérables pour charmer ses homologues américains, remercié Trump à 6 reprises dans les premières minutes de la rencontre et tenté même d'établir un lien amical en lui remettant une lettre de la première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, adressée à la première dame des États-Unis, Melania Trump. Il a également eu une poignée de main chaleureuse avec le vice-président Vance, montrant sa volonté d'apaiser les tensions passées. Le président Trump était tellement dévoué à l'idée d'instaurer la paix en Ukraine qu'il était prêt à faire des efforts supplémentaires et à être plus aimable avec les gens que d'habitude. Je ne pense pas qu'il ait une haute opinion du président Zelensky. Je pense qu'il est assez clair que leurs relations sont en réalité entachées de problèmes sérieux et de tensions. D'ailleurs, il continue de menacer Zelensky dans ses publications sur sa plateforme Truth Social. Cependant, je pense que pour faire avancer les choses, il s'est retenu et a décidé de nous épargner le drame et le spectacle que nous avons vu la dernière fois que Zelensky s'est retrouvé dans le bureau ovale. Malgré les paroles optimistes de Trump, aucun engagement concret sur un accord de paix n'avait été pris encore lundi soir. Les experts ont identifié 4 points principaux qui ont été discutés aux États-Unis. Une possible rencontre Poutine, Zelensky, Trump, des garanties de sécurité américaine pour l'Ukraine, de profondes divergences sur les termes de la paix, le sujet sensible de l'échange de territoires. Participaient au sommet le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz, le président finlandais Alexander Stubb, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a souligné l'importance de la rencontre et les défis auxquels l'Alliance se confronte. Je pense que si nous menons ce processus correctement, nous pouvons le mener à son terme. Et nous avons l'obligation de le faire. Nous avons l'obligation de mettre fin aux tueries. Nous avons l'obligation de mettre fin à la destruction des infrastructures de l'Ukraine. C'est une guerre terrible. Je suis donc vraiment enthousiaste. Tirons le meilleur parti de cette journée et assurons-nous qu'à partir d'aujourd'hui, nous mettions fin à tout cela le plus rapidement possible. Je tiens sincèrement à vous remercier pour votre leadership. Après le sommet, Zelensky a déclaré être prêt à organiser des élections en Ukraine s'il y a une paix sur le champ de bataille, dans le ciel et sur l'eau. Malgré l'activité diplomatique, un accord de paix semble encore lointain. Les analystes notent que Poutine est sorti requinqué des récents événements, obtenant une attention et une reconnaissance internationale sans concession majeure. Et la question se pose, est Poutine réellement prêt à s'asseoir à la table des négociations avec Zelensky ? La journée s'est terminée par une photo de groupe des dirigeants à la Maison-Blanche, mais les vrais résultats se verront dans les semaines et les mois à venir, montrant si ce marathon diplomatique aboutira à une paix durable ou restera simplement une série de rencontres de haut niveau sans résultats tangibles. David Genjoyan ou Reopen Media. Au lendemain de ce sommet, les réactions n'ont pas tardé. C'est le président français Emmanuel Macron qui a pris la parole le premier face à Darius Rochebin sur TF1 pour dévoiler ce qui pourrait être la prochaine étape cruciale. Un nouveau sommet, cette fois avec Vladimir Poutine en Europe. Il a plaidé pour un pays neutre comme la Suisse ou la Turquie. Mais c'est sur le principal obstacle à une telle rencontre qu'Emmanuel Macron a fait sa déclaration la plus forte. Il estime qu'il faudra faire une exception au mandat d'arrêt qui vise Vladimir Poutine. Sa justification, même si la justice doit suivre son cours, Poutine est un président en exercice qui bénéficie d'un principe d'immunité. Et a-t-il conclu, il faut que la paix avance, donc il faut trouver un lieu. Écoutons un autre extrait de son entretien. Mais je sais une chose. C'est que depuis, au fond, 2007-2008, le président Poutine a rarement tenu ses engagements. Il a constamment été une puissance de déstabilisation. Et il a cherché à revoir les frontières pour étendre son pouvoir. Et je pense que quand un système politique
qui a la culture profonde quand même de la Russie, héritée du régime soviétique, s'inscrit aussi durablement, faisant autant de sacrifices dans cette logique, il est très dur de revenir en arrière. Et donc je pense que la Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous. Et que le niveau d'investissement qu'elle a consenti ces dernières années ne passe pas de 100 à 0 du jour au lendemain. Et donc un pays qui investit 40% de son budget dans de tels équipements, qui a mobilisé une armée de plus d'1 300 000 hommes, il ne reviendra pas à un état de paix et un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Ne soyons pas naïfs. Et donc, y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc, c'est un prédateur. C'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain, c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Et je le dis avec un immense respect pour le peuple russe, ce pays, sa grande histoire, sa tradition et ses dirigeants, mais nous en sommes là. Il ne faut pas être naïf. Nous continuerons bien sûr de décrypter cette nouvelle phase des relations arméno-iraniennes et les développements régionaux dans nos prochaines éditions. C'était tout ce que nous avions prévu pour aujourd'hui. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 19 août. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je vous souhaite une très belle soirée. À très vite.